Notre histoire se déroule en juin 2024, au cœur des Alpes, dans la petite station de Samoin où un ultra-trail est sur le point de démarrer. Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. Et à ce moment-là, les participants ne le savent pas encore, mais cette course va virer au cauchemar. Là, c'est plus la course, l'objectif, c'est d'aller se mettre en sécurité, en fait. Des centaines de coureurs se retrouvent piégés, là-haut dans la montagne, à plus de 2000 mètres d'altitude. Quand je vois les blessés, j'ai conscience que 1, la course est définitivement terminée, et que 2, ça va être très très long. Et c'est au cœur de la nuit, sous un déluge de pluie, que le drame va se produire. On est passé de un ultra trail génial à la pire chose qui peut arriver, c'est-à-dire rencontrer la mort, quoi. Mais alors, que s'est-il vraiment passé ? Ah, le trail, parlons-en. Vous connaissez forcément dans votre entourage une personne qui en fait. Chaussures de dernière génération aux pieds, sac d'hydratation dans le dos, vêtements de dernier cri. Il passe ses week-ends à enchaîner les sorties longues en pleine nature et au fur et à mesure que sa passion grandit, les distances augmentent. Il cherche l'effort le plus engageant, les émotions les plus folles et il rêve un jour de faire l'UTMB ou la Diagonale des Fous. Et oui, disons-le clairement, le trail est devenu à la mode. Eh bien, votre ami, ou vous-même si vous vous reconnaissez, vous avez le même profil que la majorité des personnes dont on va parler dans cette vidéo. D'ailleurs, je vous le dis maintenant, tous les témoignages que vous allez entendre dans cette vidéo sont tirés du documentaire L'équipe explore, les naufragés d'Angolon. Alors déjà, je tenais à remercier l'équipe qui nous permet d'utiliser ces extraits, et surtout vous dire qu'ici vous n'allez voir que de courts extraits, donc vous pouvez quand même aller voir le documentaire, il est vraiment poignant. Et surtout si vous aimez les docus de sport, et en ce moment sur l'équipe, il y a une offre à moins 80% pour fêter les 80 ans du journal, donc si ça vous intéresse, je vous mets toutes les infos en description, et nous, on repart dans la vidéo. Donc on le disait, le trail est devenu à la mode. Mais déjà, comment ça se fait ? Parce que évidemment, l'homme il court depuis toujours. Mais le phénomène de course à pied comme loisir pratiqué par monsieur et madame tout le monde, lui, il prend vraiment son essor dans les années 60-70. Dans une société de plus en plus citadine où la sédentarité grimpe en flèche, courir devient un nouveau passe-temps pour les classes moyennes urbaines. On court pour se détendre après une longue journée assis au bureau, pour sa santé, parfois pour maigrir, parfois pour le challenge et le chrono. Le gros avantage avec la course à pied, c'est sa simplicité. Une paire de chaussures et vous êtes prêt. Pas besoin de club, pas besoin d'infrastructure, c'est le sport le plus facile à pratiquer. Donc à partir des années 70-80, la course à pied explose. Les villes organisent des courses ouvertes à tous, du 10 km au marathon. Et à côté de cette course à pied dite classique, citadine, apparaît une pratique parallèle, le trail. Certains coureurs veulent courir plus longtemps, ils veulent plus d'aventures et ils veulent surtout fuir la ville. Dans les années 90, c'est encore un sport de niche et c'est même un peu un sport de marginal. Il y a une vraie opposition avec la course sur route. Ici, on court en montagne, sur des chemins, avec du dénivelé et on ne vise pas forcément le chrono ou la performance. On vise surtout l'aventure, le dépassement de soi et l'expérience en pleine nature. Alors avec le temps, le phénomène prend de l'ampleur. Dans les années 2000, on voit en France l'apparition de courses iconiques comme l'UTMB, le Festival des Templiers ou la Diagonale des Fous. Mais ça reste tout de même une pratique assez confidentielle. Par contre, à la fin des années 2010, la course à pied explose et par effet de cascade, le trail il explose aussi. Et peut-être même encore plus fort. Car le trail qui était à la base la discipline des gens qui ne voulaient pas faire comme les autres commence à devenir aussi populaire que la course sur route. Pour bien comprendre l'incroyable gain de popularité sur ces dernières années, regardons ensemble quelques chiffres. En 20 ans, on estime qu'on est passé d'environ 500 000 pratiquants à travers le monde à 20 millions. Et quand on regarde le nombre de courses organisées, l'évolution est impressionnante. D'une centaine début 2000, on compte aujourd'hui plus de 25 000 épreuves. Et en France, c'est pareil. En 2024, il y a eu plus d'1 million de finishers sur des courses officielles, soit une progression de x2 par rapport à 2015. Et en 2022, on atteint un point de bascule historique. Pour la première fois, le nombre d'épreuves de trail dépasse celui des courses sur route en France. L'exemple le plus représentatif de cette évolution, c'est sûrement l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc. En 2003, pour sa première édition, il y a 700 personnes au départ d'une seule course de 170 km. Plus de 20 ans plus tard, l'UTMB, c'est plus de 10 000 participants chaque année dispatchés sur 8 courses autour de Chamonix. C'est un chiffre d'affaires de plus de 20 millions d'euros et des centaines de marques prêtes à tout pour être visibles sur ce qui est devenu l'événement trail le plus célèbre du monde. Et oui, parce que le trail, c'est devenu une économie en pleine expansion, chiffrée à plusieurs milliards de dollars. Le trailer, il est prêt à investir et ça, les marques l'ont bien compris. Et l'avantage du trail, c'est que ça plaît à tout le monde. Ça plaît aux plus âgés, car ça va moins vite et c'est moins traumatisant que la course sur route, mais ça plaît aussi aux jeunes. Ça, c'est facile à vérifier, regardez la hype du trail sur les réseaux sociaux.
Les athlètes sont des stars, les influenceurs font des centaines de milliers de vues, les marques en font leur fond de communication. Les contenus dédiés au trail sont partout. Donc en fait, tout ça, ça donne encore plus de visibilité à la discipline, ça donne plus de pratiquants, et ça crée un espèce de cercle vertueux énorme qui ne cesse de grandir. Mais depuis tout à l'heure, on parle du trail dans sa globalité. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une catégorie bien précise du trail, l'ultra trail. Là, on parle de courses de plus de 80 km, qui peuvent parfois monter à 300-400 km. Ce sont des dizaines d'heures d'efforts en montagne, de jour comme de nuit. Et évidemment, comme le trail monte en popularité, les gens veulent aller de plus en plus loin, et donc l'ultra trail aussi monte en popularité. En 96, on estimait à 34 000 le nombre d'ultra-trailers dans le monde. Aujourd'hui, on se trouve entre 500 et 600 000. Et parmi donc tous ces ultra-trails qui ont fleuri en France ces dernières années, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'ultra-trail du Haut-Gifre. Direction les Alpes françaises, au nord de la Haute-Savoie. Entre la frontière suisse et le massif du Mont-Blanc, chaque année depuis 10 ans, on y organise plusieurs épreuves de trail. Et chaque année, ce sont des centaines de participants qui s'élancent avec le même objectif, devenir finisher. C'est 6 mois de préparation pour moi, l'UTHG, à peu près. Ça représentait vraiment, pour moi, le Graal de l'Ultra Trail. Ouais, j'étais terrorisé, bien sûr. J'étais terrorisé parce que pour moi, l'Ultra Trail du Haut-Gifre, il représentait un gros gap dans ma progression. Les organisateurs le disent eux-mêmes, ce sont des courses dites montagnardes. Montagnardes par le paysage, par le dénivelé et par l'engagement technique. L'UTHG pour les plus grandes courses, on va dire à partir de 50 km jusqu'à l'Ultra Trail. C'est un trail qui se déroule dans un terrain qui est relativement exigeant, voire très exigeant, particulièrement alpin, avec des passages en altitude, voire en haute altitude, à plus de 2500 mètres d'altitude. Je pense que ces courses sont destinées à des gens qui ont une expérience et une culture montagne, plus qu'une culture de trailer. Sauf que la 11e édition de ce trail, celle qui se tiendra le 14 juin 2024, elle ne va pas du tout ressembler aux autres. Parce que ce jour-là, l'Ultra Trail du Haut-Gifre va devenir le théâtre d'un scénario improbable, chaotique et malheureusement dramatique. Ce jour-là, le village de Samoin est plus animé que d'habitude. Car ce petit village d'environ 2000 habitants situé au cœur des Préalpes du Nord accueille aujourd'hui l'Ultra Trail du Haut-Gifre. Un gros rendez-vous avec 6 courses au programme, dont l'Ultra Trail du Haut-Gifre, la course qui donne son nom à l'événement. La première épreuve part à 19h, soit dans quelques minutes au moment de ces images. Ils sont nombreux au départ. Comme on l'a dit précédemment, le trail ne fait plus peur. Et les ultra-trails de haute montagne comme celui-ci non plus. C'est même devenu un défi à la mode qui paraît presque accessible. Tous les coureurs se sont préparés physiquement évidemment. Mais pour ce genre de trail, ça ne suffit pas toujours. Le dénivelé et les difficultés sont souvent de plus gros ennemis que les kilomètres. Surtout que la météo s'annonce capricieuse. Comme toujours dans ce genre d'événement, les speakers et les organisateurs prennent la parole au micro pour le discours d'avant-course et surtout pour le rappel obligatoire de sécurité. Faire un point météo, le plus important. Vous allez passer quand même une bonne nuit, sans précipitation. Il va faire 0 degré. Donc j'espère que vous avez bien pris votre matériel obligatoire. Il y aura des contrôles sur le parcours. À partir de 5h, 4-5 heures jusqu'à 9-10 heures, je ne vais pas vous mentir, vous allez souffrir parce que ça va être des déluges d'eau. Vous venez de l'entendre, la pluie va s'inviter à la fête. Ça rendra le défi encore plus dur, mais dans ce milieu-là, c'est presque une bonne nouvelle. Plus c'est dur, et plus l'arrivée sera gratifiante. Quelqu'un qui nous dit vous allez en chier, ouais, c'est pas une nouveauté, l'Ultra Trail, on va en chier. Quand vous faites pas 60 bornes avec 4000 de D+, sans avoir mal aux jambes. Donc oui, on va en chier. Il est 19h, on part, la course est lancée. Et les premières heures du course se passent comme prévu. Les coureurs avancent progressivement, à leur rythme, et petit à petit, la nuit commence à tomber. Et puis à 23h45, alors que les coureurs de la première épreuve sont déjà loin sur les sentiers, c'est au tour des participants de l'Ultra Trail du Haut-Gifre de se préparer. Eux, ils partent pour 97 km. 80 très longs kilomètres qui vont finalement se transformer en une nuit de l'enfer. Alors c'est au 18e kilomètre que tout va basculer. 18 km, c'est rien pour ces coureurs. Mais pourtant, avec les conditions, pour beaucoup, ils sont déjà dans le dur. Et se dresse devant eux l'une des premières grosses difficultés du parcours, la pointe d'Angolon. Une pointe à 2000 mètres d'altitude qu'il faut grimper. Et une fois là-haut, vous êtes évidemment crevé, donc faible, mais surtout totalement à découvert. Pas d'abri, impossible d'échapper au vent, au froid et à la pluie. On va vraiment changer d'ambiance sur cette course après le premier ravitaillement de Jouplan quand on monte à la pointe d'Angolon.
On est dans le brouillard, la pluie s'est mise. Ce qu'on n'avait pas anticipé, c'était la violence de ce qui allait nous tomber dessus. On prend cher physiquement et tout de suite dans la montée, je me dis, putain, mais on y laisse une énergie, c'est monstrueux. On arrive en haut d'Angolon, c'est cataclysmique, quoi. Sauf qu'en trail, monter c'est une chose. Mais une fois que vous êtes en haut, il faut redescendre. Et si vous faites un peu de trail, vous le savez, les descentes c'est souvent la partie la plus difficile et la plus dangereuse. C'est physique, c'est technique, ça vous détruit les cuisses et surtout, ça vous demande une concentration permanente. Et justement, ici, c'est bien la descente qui va poser problème. Cette descente, elle est hyper pentue, mais genre vraiment. Et en plus, elle est proche du précipice. Elle est déjà compliquée en plein jour quand il fait beau, alors imaginez maintenant en pleine nuit sous une pluie battante. En haut, les bénévoles insistent, il faut absolument mettre les crampons. Sauf qu'il y a un problème, certains coureurs sont bien équipés, d'autres non. Certains s'engagent dans la descente sans crampons, parfois sans gants. Il y a même des coureurs qui laissent leurs crampons dans leur sac, ils ne se rendent pas compte du danger qui les attend. Et leur seule sécurité, ce sont les cordes installées par l'organisation. Par contre, il y a un problème, c'est que ces cordes, elles sont attachées à un point haut, mais pas en bas. Donc la corde, elle doit faire à peu près 40 mètres. Quand vous êtes en haut, ça va, il n'y a pas trop de pendulation. Mais quand vous êtes à 25 ou 30 mètres dans la corde, eh ben, on pendule dangereusement. Le niveau des coureurs est très varié. Et sur ce terrain détrempé, boueux, glissant, tout le monde avance au ralenti. Certains descendent sur les fesses, d'autres à quatre pattes, d'autres en désescalade ou à reculons. Très vite, ça bouchonne et forcément, les premières chutes arrivent. Forcément, avec 200, 300 coureurs qui passent, voilà quoi, c'était un toboggan quoi. C'est à ce moment-là qu'il y a vraiment une première personne qui glisse de plus haut et vraiment qui n'arrive pas à se rattraper en fait. Et ça enchaîne. Je saurais pas dire combien j'en vois glisser, mais plus de 10, c'est sûr. Peut-être 20. Le pire, c'est le bruit. T'entends des gens hurler, qui sont en train de tomber, qui hurlent, et t'entends le bruit des fracas sur les pierres. Là, on n'est plus dans quelque chose de normal, en fait. À ce moment-là, l'objectif de tout le monde, il change. Maintenant, le but, ce n'est plus de finir cette course, mais de rester en vie. Le chrono, la ligne d'arrivée, ça n'a plus aucune importance. On est en mode survie. Je sais qu'il ne faut pas lâcher cette corde. Donc je ne dirais pas que j'ai peur, mais je suis super concentré sur le fait que cette corde, c'est... Pardon. Cette corde, c'est ce qui va me permettre d'arriver en bas, quoi. Je sais pas exactement comment ça se passe, mais c'est là où je dévisse, en fait, et je vais lâcher mes bâtons, et je vais me mettre en glissade. Je vais me retrouver sur les fesses, essayer de planter absolument mes pieds pour me freiner, planter mes mains dans le sol. Ma montre, elle a enregistré plus de 69 km/h, donc je sais pas si... Ce sont des dizaines de participants qui tombent, et surtout, certains coureurs deviennent, malgré eux, responsables des autres. Je tombe sur lui un peu au hasard, quoi, parce que je pense que je passe 10 mètres à côté, je le vois pas, quoi. Quand je le retrouve, donc il est, je dirais, dans la pente, vraiment face contre sol, il bouge pas. Il saigne à la tête, parce qu'il y a du sang qui coule un petit peu avec l'eau qui ruisselle. Je lui demande où il a mal, il me dit qu'il a mal à la tête, il me dit qu'il a mal à l'épaule. Donc la première personne qui arrive vers moi, c'est Antoine, que je remercierai jamais assez d'ailleurs, parce que eux, ils ont pris la décision de sortir du parcours et d'aller dans le raid, de se mettre en danger pour venir nous aider, et ça pour moi, c'est extraordinaire. Les coureurs s'entraident, s'organisent et ils appellent les secours. Mais dans ce milieu-là, avec ces conditions-là, l'hélicoptère ne peut pas faire le travail. Les secours vont mettre du temps à arriver, et pour ces trailers, ce qui devait être juste une descente, un obstacle parmi tant d'autres sur presque 100 km, devient une véritable prison. Ils sont piégés dans cette descente, ils ne peuvent pas remonter, ils ne peuvent pas descendre, ils sont bloqués ici. Et le danger principal à ce moment-là, c'est le froid. On est en altitude, il pleut, c'est la nuit, il y a du vent, autant vous dire qu'il fait très froid. Et quand vous êtes immobile, l'hypothermie arrive vite, très vite. Les coureurs font comme ils peuvent. Ils sortent des couvertures de survie, restent en mouvement dans la mesure du possible et vérifient que leurs camarades aillent bien. On vérifie qu'ils sont conscients, on leur demande si ça où ils sont, s'ils se rappellent. Enfin voilà, puis ça dure pendant 2 heures, quoi. Mais pendant ce temps-là, la pluie ne s'arrête pas. Les conditions restent abominables et les chutes continuent. Et là, j'entends, je m'en souviendrai toute ma vie, mais c'est le fracas en fait des cailloux et comme un poids mort en fait qui se fracasse sur les cailloux non-stop et qui tombe à une vitesse folle.
Donc je lève la tête et là, je vois quelqu'un en fait me tomber dessus, quoi, littéralement. Et en fait, il va tomber juste au niveau de mon pied gauche dans la pente. Et donc je vais arriver à le bloquer à ce moment-là au niveau du sol. On récupère Gaël qui respire mais qui est inconscient. Il a des lésions au niveau de son crâne où je comprends tout de suite que c'est pas du tout... C'est pas juste un blessé, là. On n'est pas juste sur quelqu'un qui est un peu blessé, quoi. C'est bien plus critique que ça. Quand les secouristes finissent par arriver, ils font ce qu'ils peuvent. Ils prennent en charge, réalisent des gestes de premier secours, ils évacuent. Mais parmi les victimes, certains n'ont pas la même chance que les autres. Et à un moment, en fait, je discute avec un des secouristes et donc je lui demande, je lui dis c'est compliqué là pour lui, comment ça va se passer et il me donne une phrase qui résonnera, je pense, toute ma vie dans ma tête. Il me dit il n'est plus notre priorité. Là, je réalise à ce moment-là et je comprends que voilà, c'est fini en fait. C'est fini. La course ce jour-là laisse un bilan lourd. Un mort, 2 blessés graves et 14 coureurs pris en charge pour hypothermie ou blessures plus légères. L'édition 2024 de l'UTHG a été dramatique. Et forcément, à ce moment-là, tout le monde se pose les mêmes questions. À qui la faute ? La première chose qui est certaine, c'est que l'ultra-trail, ce n'est pas une discipline anodine. C'est une discipline dure et parfois dangereuse. Ces risques, il faut en être conscient. Courir, marcher pendant des heures, de nuit, en montagne et donc en altitude, dans un environnement hostile, c'est un risque. Il faut arriver préparé physiquement, mais pas seulement. Il faut également de l'expérience pour être prêt à faire face à tout type de situation. Et puis il faut bien évidemment respecter les règles, le tracé, les consignes et surtout avoir un matériel adapté à ce genre de situation. Mais en même temps, on a aussi le droit de se poser la question de la responsabilité des organisateurs. Parce que quand le départ est officiellement donné, ça veut dire implicitement une chose, qu'à ce moment-là, le risque a été jugé suffisamment faible pour assurer la sécurité de tous. Et c'est là que les détails deviennent importants. Il semble que le kit grand froid avait bien été annoncé obligatoire. Mais par exemple, l'usage de crampons neige était lui facultatif. Or, dans ces portions, notamment dans cette descente de la pointe d'Angolon, qu'il aurait pu faire une vraie différence. Les organisateurs connaissaient, semble-t-il, les conditions météo auxquelles les coureurs allaient faire face. Mais peut-être qu'ils ont estimé que ça ne mettrait pas en danger la course, peut-être qu'ils ont pensé que ça passerait, peut-être qu'ils ont aussi sous-estimé l'effet cumulé. Le froid, la pluie, le vent, la fatigue, la nuit, l'altitude, les embouteillages dans les sentiers étroits, le terrain déjà bien abîmé par les coureurs précédents. Tout ça mis bout à bout, l'accident était inévitable. La justice, elle, s'est emparée de l'affaire. Une enquête a été ouverte et à l'heure actuelle, on n'en connaît pas l'issue. L'organisateur, lui, a démissionné, mais l'UTHG continue d'exister. On peut également se poser la question du revers de la médaille de la popularité du trail et de l'ultra-trail. Quand une discipline grandit aussi vite, il y a forcément des effets négatifs. Plus de coureurs débutants, ou en tout cas pas assez expérimentés pour affronter ce type de course. La surexposition sur les réseaux sociaux peut elle aussi être questionnée. À force de voir des vidéos motivantes, des finishers qui pleurent, des images de montagnes incroyables, on finit par croire que l'exploit est atteignable facilement. Et que n'importe qui, avec un peu de volonté, peut réussir ce genre de course. Mais il faut bien comprendre que c'est exigeant à tous les niveaux, physiquement, mentalement et techniquement. Et puis tout ça, ça met aussi plus de pression sur les organisateurs. Parce qu'organiser un ultra-trail, ce n'est pas juste une course. C'est des mois et des mois de travail. Des engagements financiers, mais surtout des engagements humains, avec des centaines de bénévoles mobilisés. Et quand des coureurs ont parfois fait des centaines, voire des milliers de kilomètres pour participer, on peut se demander, est-ce que tout ça, ça ne crée pas une pression supplémentaire ? Est-ce que ça n'amène pas parfois à hésiter au moment d'annuler ? À repousser la décision en se disant que ça va passer, alors qu'en montagne, justement, tout peut basculer très vite. Rappelons-le, l'ultra-trail est un sport dangereux. On peut même le qualifier de sport extrême.
La nature, et particulièrement la montagne, est un environnement à haut risque où tout peut changer en quelques instants. Orage, pluie, neige, vent, la météo c'est le facteur clé. Chaque année, randonneurs, trailers et autres adeptes de sport outdoor la prennent à leurs dépens. Pour conclure cette vidéo, j'ai évidemment une pensée pour la famille du défunt et ses proches, et pour tous ceux qui ont été touchés par ce drame. D'ailleurs, je vous rappelle que tous les témoignages de cette vidéo proviennent d'un très bon documentaire L'équipe Explore. Et évidemment, ce n'est pas le seul, ils font des docus sur le biathlon, sur le foot, sur l'athlé. Ils en font même d'autres sur le trail, comme un sur la Barclay. Si vous avez jamais entendu parler de cette course, je vous conseille d'aller voir ça. Mais surtout, en ce moment, ils font une offre à moins 80% pour fêter les 80 ans du journal. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment le moment d'en profiter. Je vous mets les infos dans la description. Et moi, de mon côté, je voulais vous remercier car pour la première fois, j'ai 2 vidéos qui ont passé les 100 000 vues. Ça fait vraiment plaisir. Et en 2026, on va continuer à fond sur YouTube. Donc, pensez à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt.